Salut à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ici sur le troisième film Dragon Ball, c'est parti. La super bataille décisive autour de la Terre ou le combat fratricide, si vous souhaitez, est un film sorti après les deux premiers, vous me direz, c'est assez logique, qui nous raconte la première confrontation entre Saiyans dans un film Dragon Ball. Entre Tules ou Thales, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, ça sera Thales tout au long de la vidéo, parce que flemme de dire Tules. Et Son Goku. Le film débute sur un petit pique-nique entre Z-Team, sauf Goku comme d'hab, dans lequel un feu de forêt se déclenche très rapidement dû à une espèce d'astéroïde de l'espace, envoyé par Thalès bien entendu, qui a tout fait brûler. Suite à un petit sauvetage à coup de Kamehameha, comme quoi Kame Sennin était vraiment pas ouf en fait, parce que des soins de montagne avec un Kamehameha, il sait faire, mais éteindre des flammes, juste éteindre les flammes, il sait pas faire, alors que Gohan et Krillin y arrivent. Mais enfin bon, passons, c'est aussi le premier film dans lequel nous voyons le petit dragon de Son Gohan, qui l'accompagnera dans 2 ou 3 films qui suivront à cela, et qu'on ne reverra plus jamais d'ailleurs accessoirement. Ils utilisent donc alors les Dragon Ball pour que la forêt redevienne ce qu'elle était autrefois, comme quoi les vœux gâchés, ils savent faire dans les films un peu. Et le petit dragon de Son Gohan décide de rester avec lui. Ce que Chichi n'accepte pas, bien entendu, parce que Chichi dans ce film est le pire perso de toute l'œuvre. Dans ce film uniquement. Une fois que la sonde qui était dans la capsule spatiale finit par se réveiller, entre guillemets, ou s'activer, c'est vous qui choisissez le terme que vous voulez, le groupe de Thalès arrive sur Terre. Et ensuite, bim bam boum bagarre. La Z-Team, les Eco Plus affrontent les Eco Plus d'en face. Ça sort des Kenzan, des Sokidan, des Dodonpa, des ce que vous voulez. Mais ça se fait laver, ok? On n'en parle plus. Piccolo tente un 1v1 contre Thalès, sauf qu'il se fait laver également. On n'en parle plus. Goku essaye, il se fait laver. Gohan essaye, il se fait laver. Gohan Gori contre Goku Kaioken. Le Gohan Gori gagne, je sais pas comment. Gohan redevient normal, il sert plus à rien, il dort. Goku passe en Kaioken x10 contre Thalès, sauf que celui-ci a bouffé l'arbre du fruit. Et donc du coup est largement plus puissant qu'un Goku Kaioken x10. Donc Goku sert plus à rien, il se fait laver. Il tente un Genkidama, sauf que la Terre n'a plus assez d'énergie vitale pour que le Genkidama soit efficace. Il se fait laver. Donc Goku décide d'utiliser à nouveau le Genkidama en fin de film, mais cette fois-ci sur l'arbre divin. Donc il demande à l'arbre de lui confier son énergie pour vaincre Thalès. Et cette fois, il réussit. Est-ce le pouvoir du scénario? C'est également le premier film dans lequel nous avons des informations sur les niveaux de puissance des guerriers Z et de Thalès rapidement. Gohan a une puissance de 10 000 unités, donc j'imagine que Krillin également, car c'est le niveau qu'ils obtiennent lorsqu'ils se font éveiller leur potentiel chez le doyen Namek. Piccolo se trouve à 18 000 unités, donc le niveau qu'on pourrait estimer qu'il a une fois qu'il a terminé son entraînement chez Kaio, avant qu'il absorbe Nail. Et Goku a une puissance de 30 000 unités, donc environ le niveau qu'il est censé avoir lors de son entraînement, enfin en fait c'est un niveau qu'il obtient pendant son entraînement sur la route vers la planète Namek, vu qu'il arrive à 90 000 unités. Également, Yamcha porte sa tenue de son entraînement de chez Kaio. Je vous mets une petite image, voilà, ça c'est le logo de Kaio, donc ça veut dire qu'il a subi son entraînement, tout comme Piccolo, et qu'il a été ressuscité. Piccolo nous fait une Piccolo scène, donc il vient pour sauver Gohan, mais il se fait laver. Ça aussi c'est bizarre. Et donc on en vient à mon problème numéro 1 lors de l'écriture de cette vidéo, la timeline. Parce que du coup, vous avez dû le comprendre, entre les niveaux de puissance qui sont ceux de l'arc Namek et les gens qui sont censés revenir à la vie après l'arc Namek qui reviennent à la vie avant, je savais pas où le placer en fait. Et donc du coup, j'ai dû faire de grosses modifications par rapport à l'œuvre originale pour que ça passe. Donc ça donne ça. Le début de l'arc Namek est le même que dans l'univers principal, à la différence que Freezer ne se trouve pas encore sur la planète. Il a laissé ses sbires aller chercher les Dragon Ball pour lui. De ce fait, toute l'évolution de Vegeta, de Krillin et de Gohan se fait naturellement. Et Piccolo revient à la vie également, suite aux vœux auprès de Pulonga, mais cette fois sans qu'il y ait de Freezer à affronter. Et ainsi donc, ils font revenir à la vie Piccolo, qui fait revenir à la vie lui-même Kami-sama, qui permet de faire revenir à la vie tous les terriens de chez Kaio. Ce qui justifie à la fois les niveaux de puissance à peu près, et à la fois le fait que Yamcha revienne avec sa tenue de chez Kaio. Par rapport au niveau de puissance de Goku, et bien Goku part également quand même sur Namek. Car bien que Freezer ne soit pas là, il y a du danger, du type Vegeta, du type l'armée de Freezer. Mais une fois qu'il arrive sur la planète, il se rend compte que en fait ça servait pas à grand chose. Car peu de temps avant d'arriver sur la planète Namek, il reçoit entre guillemets un message ou un appel par Maître Kaio qui lui dit qu'ils ont réussi leur mission et qu'ils vont pouvoir tous revenir sur Terre vivants. Et donc Goku stoppe son entraînement et revient sur Terre. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il a perdu en puissance.
par rapport à l'arc Namek quand il arrive. Oui, c'est farfelu, mais il fallait bien trouver un truc en fait. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent lorsqu'on leur parle du film Thalès, celui-ci n'est pas censé plus ou moins se passer pendant l'arc Saiyan, mais est censé se passer pendant le milieu de l'arc Namek, en fait. En termes de pure chronologie, parce qu'en termes de cohérence, bon bah voilà, parce que Thalès arrive, il peut maltraiter un Gohan à 10 000 unités, ce qui signifie qu'il a plus de puissance qu'un guerrier d'élite, aisément, alors que c'est supposé être un guerrier de basse classe. On va me dire, bah, c'est peut-être parce qu'il a mangé des fruits de l'arbre divin sur d'autres planètes, c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Et c'est la seule raison logique en fait. Pareil pour son équipe, ils sont tous un peu cheatés, c'est peut-être parce qu'ils ont pris du fruit. Même si du coup je me demande comment Cacao et lui a bouffé un fruit, mais bon, admettons. En termes de mythologie apportée à l'œuvre, l'arbre sacré, vous le devinez, en est pour une grande partie. En effet, l'arbre sacré est censé être, euh, entre guillemets, un artefact réservé à Dieu. Concrètement, cela signifie qu'il y a déjà eu des arbres divins sur d'autres planètes et que seuls les dieux de ces planètes, ou les dieux comme les Kaio et les Kaioshin, pouvaient croquer dans les fruits qui y poussaient. Mais c'est également à la fois très paradoxal car pour que un fruit éclose de l'arbre, il faut que la vie sur la planète se détériore. Et donc comment un dieu pourrait manger un fruit de la sorte alors qu'il est censé être le dieu de sa propre planète? À moins que l'on parle des dieux comme les Kaio et les Kaioshin, mais cela ne changerait pas le problème, bien que ceux-ci soient là pour réguler les niveaux de vie dans l'univers. Mais du coup, la destruction est censée être faite par les Zakaishin. Et vu que ça n'existait pas à l'époque, bon bah forcément. Également, ça crée un espèce de lien entre l'arbre sacré du coup et l'arbre sur lequel naissent les Kaio et les Kaioshin. Car l'arbre sur lequel naissent les Kaio et les Kaioshin est un arbre divin entre guillemets, sur lequel les pommes dorées deviennent des Kaioshin et les pommes classiques deviennent des Kaio. Et ainsi, comme les Otsutsuki dans l'univers de Boruto, afin de gagner en puissance ou en savoir, etc., les Kaio ou les Otsutsuki, du coup, seraient obligés de planter des arbres sur certaines planètes afin d'accroître leur puissance. Ceci est une théorie, bien entendu. Pareillement, il faut une atmosphère adéquate afin que l'arbre puisse naître et se développer. Et donc, puisque Namek a des similitudes par rapport à la planète Terre, on estime de façon logique, je dis on, mais j'aurais pu dire je, c'est pareil, que du coup, un arbre sacré oui c'est ça, naître sur Namek. Et c'est donc peut-être à cause de celui-ci qu'un cataclysme a été créé sur l'ancienne planète Namek. Ceci est une autre théorie également, mais qui est basée sur l'arbre sacré lui-même. Également, on sait que la sève de cet arbre permet de faire revivre des morts. Donc comme les deux acolytes, les têtes de couilles là, de Thalès, sont revenus à la vie grâce à cette même sève utilisée par Thalès. Thalès dit dans le film que, du moins même pas, ce n'est même pas Thalès qui dit ça, ce sont ses sbires en fait, qu'avec le fruit de l'arbre sacré, un ennemi comme Freezer ne serait même plus un problème. Ce qui signifie que dans ce film, les personnes ont conscience que Freezer existe. Et que donc, la théorie du début qui dit que Freezer n'était pas sur la planète Namek lors de l'arc Namek, en fait, de cet univers-là, est encore plus renforcée. Et ce qui signifie également une espèce de... un jeu d'échecs à l'échelle de l'univers entre Freezer, Thalès et ses sbires, et un autre individu qui sera révélé dans le film d'après. Et encore un dans le film d'après. Car ce que l'on sait du fruit, c'est que par rapport au niveau de Thalès, dans le film, celui-ci a dû multiplier sa puissance par au moins 15. Ce qui signifie que manger un fruit revient à multiplier par 15 sa puissance initiale. Manger un seul fruit, sachant que Thalès en mange deux dans le film. Et ainsi donc, le fruit revient à une façon très facile, entre guillemets, de gagner en puissance. Par rapport au lore, toujours, bien entendu, Thalès n'est pas le frère de Son Goku. C'est un guerrier de classe inférieure, et c'est expliqué que tous les guerriers de classe inférieure avaient une apparence similaire. C'est pourquoi il ressemble à Goku ou que Goku ressemble à Bardock. Pareillement, cela explique aussi pourquoi est-ce que dans le film Dragon Ball Z, Battle of God, Whis explique à Beerus que par rapport à l'univers, en fait, l'essentiel des Saiyans se trouve sur Terre, mais qu'il y en a d'autres autour. Donc oui, les deux films n'ont rien à voir entre eux, et le premier film, donc celui de Thalès, n'est pas canon. Mais cela explique que des Saiyans ont survécu à l'explosion de la planète Vegeta, comme Broly, Vegeta, Raditz, Nappa, Goku, qui vous voulez.
Et donc Thalès en fait partie dans ce film et dans cet univers hypothétique. Ce qui expliquerait également pourquoi est-ce que celui-ci cherche à se venger de Freezer. En plus de pouvoir gagner le pouvoir dans l'univers, enfin, dans une partie de l'univers, oui je sais parce que du coup si on lit tous les films entre eux, ça devient compliqué parce que chaque méchant a une partie de l'univers rien que pour lui en fait. Mais bref voilà. Donc pour régner sur l'univers et à la fois pour se venger d'avoir détruit sa planète. Aucune information nous est donnée sur Thalès par rapport à son âge. Donc on ne sait pas s'il a l'âge de Goku, s'il est plus vieux que Goku ou plus jeune. Plus jeune, ça me paraît très peu probable, mais admettons. Du coup, si on devait imaginer une suite dans cet univers dans lequel le film Thalès se serait passé, eh bien, on ne peut qu'imaginer un arc Namek bis en réalité. Car si Freezer a envoyé son armée en première partie de cet arc entre guillemets, et que cette armée n'a pas rapporté les Dragon Ball, sachant que c'est son ultime objectif, Freezer sera obligé de retourner là-bas lui-même. Et donc, les guerriers Z seront obligés de retourner là-bas afin de sauver le peuple qui les a accueillis. Un peu à l'image du film Metal Cooler en fait. Et donc en supposant que les guerriers Z s'entraînent pendant toute la durée du trajet à la même gravité que Goku, ceux-ci seront beaucoup plus puissants que lors de l'arc Namek en réalité. Et s'ils sont plus puissants, ils auront moins de difficulté à vaincre Freezer. Et Goku n'aura peut-être pas besoin de se transformer en Super Saiyan à cause de la mort de Krillin. Et donc on arriverait dans un univers où, admettons, Freezer soit vaincu par Son Goku, et que Freezer pense que Goku est un Super Saiyan alors qu'il ne l'est pas encore réellement. Ceux qui ont vu le film 5 savent où je veux en venir. Cela expliquerait pourquoi, éventuellement peut-être, Goku, lors du film Cooler, affronte Cooler en forme de base en pensant que c'est Freezer, et Cooler pensant que Goku est un Super Saiyan alors que le Super Saiyan n'apparaît qu'à la toute fin du film. Mais je détaillerai un peu plus cette hypothèse lors du 5e film. Sur ce, c'était Mangaka, c'est la fin de la vidéo et je vous dis salut!